Bonjour Pierre Bels. Bonjour. Vous êtes l'ancien président-directeur général de l'établissement public Paris-Saclay. On va parler ensemble des Smart Cities. Mais avant cela, je voudrais faire un petit rappel historique. Au 19e siècle, au moment de la deuxième révolution industrielle, nos villes ont été repensées. Aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution que vous qualifiez pour votre part d'hyper-industrielle. Et on parle beaucoup de Smart Cities. Est-ce que vous pensez que cette notion de Smart Cities répond aux enjeux? Alors d'abord sur l'audace et l'ambition, il est sûr que nos prédécesseurs, quand ils ont fait le métro, le système d'égout de Paris, etc., ils étaient extrêmement futuristes. C'était une vision futuriste et c'était des investissements qui étaient beaucoup plus importants, rapportés évidemment au montant de l'époque, que ceux qu'on est en train de lancer aujourd'hui. En fait, on est relativement peu. Il y a quelques projets un peu futuristes dans le monde. Il y a l'Hyperloop de Elon Musk là, qui veut faire un nouveau type de TGV. Il y a des choses comme ça. Il y a cette phrase que vous connaissez peut-être de Peter Thiel qui dit on nous avait promis des voitures qui volent et on se retrouve avec des 140 caractères et des clics de souris. Donc on est loin du Paris du baron Haussmann. Voilà. Alors ceci dit, la Smart City, c'est quand même un projet globalement extrêmement intéressant et qui va changer beaucoup de choses. En deux mots, qu'est-ce que c'est? Les villes aujourd'hui génèrent énormément de données. Ça va encore augmenter avec les objets connectés, l'Internet des objets. Et aujourd'hui, on sait traiter ces données, on sait les restituer aux utilisateurs, alors soit sous une forme centralisée, le modèle de la salle de commande, soit de manière plus efficace, je pense, à terme, sous une forme décentralisée, où chacun va utiliser ces informations pour adapter ses comportements. On est dans l'optimisation. C'est un projet qui est à la fois, il faut bien voir que c'est un projet qui est essentiellement un projet économique, d'efficacité, mais c'est aussi un projet social, ça va changer aussi les modes de participation, donc il ne faut pas oublier ça. Mais c'est vrai qu'on est, sous l'angle de l'efficacité, dans l'optimisation. On optimise des systèmes existants. Et c'est porteur de risque, cette notion de se contenter de l'optimisation? Oui, parce que quand on optimise quelque chose qui fonctionne mal, si la structure de base n'est pas pertinente, évidemment, on perd beaucoup. Donc le risque, c'est qu'en optimisant, on oublie de changer les structures et les systèmes de base. Or, il y a peut-être des investissements et repenser un certain nombre de nos systèmes de base. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer dans ce qu'on appelle la logistique des derniers kilomètres? Parce que l'économie de l'accès, c'est un élément clé finalement de cette révolution hyper-industrielle. C'est un bel exemple, en effet. On a parlé la dernière fois de la mobilité des personnes. On peut dire un mot de la mobilité des marchandises, qui est aussi un enjeu majeur. La logistique, c'est comme un palmier. Vous avez un tronc, on massifie. Là, on a des économies d'échelle, on sait faire. Là où ça se complique, c'est évidemment quand on arrive au bout des rameaux, qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre ou des derniers kilomètres. Et là, on bricole. Alors, on peut optimiser ça avec le numérique. Par exemple, Amazon se propose de faire livrer ses colis aujourd'hui par des particuliers ou par des chauffeurs de taxi, etc. Mais ce faisant, on ne touche pas au cœur de l'organisation de ce système logistique. Or, il est aujourd'hui très contre-performant. Vous savez que les grands entrepôts aujourd'hui qui livrent les villes, en fait, à cause du fonctionnement du marché foncier, qui est une espèce de centrifugeuse, comme ce n'est pas des produits, c'est pas des activités à très haute valeur ajoutée, elles sont rejetées de plus en plus loin des villes. La distance moyenne au cœur de Paris, par exemple, est passée de 6 km à 16 km, distance moyenne, plus loin, bien sûr, en l'espace d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Ça, c'est très, très contre-productif. Donc, vous voyez que là, on peut évidemment l'optimiser, mais ce qui serait bien, ce serait de repenser ce système, c'est-à-dire ça suppose des interventions publiques de régulation et d'investissement assez fortes pour avoir des pôles logistiques qui soient plus proches des cœurs de ville, donc qui vont à contre-courant du marché foncier. Et ça suppose aussi peut-être d'inventer de nouveaux systèmes techniques pour permettre une logistique qui véritablement soit à la hauteur des enjeux, pour éviter tous ces camions en fait, qui circulent sur nos autoroutes périurbaines et qui n'ont rien à y faire. Est-ce que vous auriez d'autres exemples de refonte à mener qui seraient justement un petit peu masqués par ces préoccupations d'optimisation qui sont prioritaires pour le moment? Alors on pourrait parler longuement des systèmes énergétiques, puisque les systèmes énergétiques c'est pareil, on optimise beaucoup, on dit que par exemple il faut isoler mieux les immeubles, etc. Mais évidemment le vrai sujet c'est aussi de faire évoluer l'offre énergétique. Et pour faire évoluer l'offre énergétique, notamment dans le sens des renouvelables, il faut des investissements. Il faut des investissements qui peuvent être relativement lourds. Je prends un exemple, l'Île-de-France par exemple est très bien dotée en géothermie.
C'est très intéressant la géothermie parce que c'est une ressource renouvelable qui vous met en plus à l'abri des fluctuations. Mais évidemment, si on veut repenser des systèmes énergétiques sur la base de la géothermie, mais il y a d'autres formes aussi, des mix énergétiques d'électrons propres nouveaux, ça suppose des investissements. On ne peut pas se contenter d'optimiser ce qui existe. Merci beaucoup Pierre Vels pour Merci à vous. cet éclairage. Merci.